Ok. Oui, en fait, je suis le substitut de Catherine Roy qui ne pouvait pas venir, qui m'a demandé de bien vouloir peut-être la remplacer au pied levé, évidemment. Je ne suis pas Catherine, mais je vais essayer de porter les messages, les pistes aussi, parce que je vois bien, je la connais, je suis ce qu'elle fait. Pour celles qui ne la connaissent pas, ça m'étonnerait. Hein, Catherine Roy, le défunt Montréal Accessible, mais qui est une militante de toujours de l'accessibilité et l'accessibilité même aux données démocratiques, aux données sur l'accessibilité. Ça a l'air de répéter souvent l'accessibilité, mais c'est quand même des concepts différents. C'est beaucoup l'inclusion numérique. Donc l'accessibilité, c'est ça, c'est de ne pas être laissé de côté, même avec l'avancée des technologies de l'information, et de pouvoir savoir, d'avoir accès aux outils numériques. Parce que c'est ça en fait le gros changement dans la conversation qu'on peut avoir, qu'on parle, que ce soit pour des modes de consultation, des modes d'expression. Le numérique, c'est une prise de parole. En principe, tous peuvent avoir accès à un outil pour prendre parole, pour s'exprimer dans l'univers numérique. Par contre, on n'est pas toujours assuré d'une réception, d'une écoute à l'autre bout. Ça, c'est l'autre partie. Mais quand même, il y a un très gros changement. Ce changement-là, il se vit et c'est, selon moi en tout cas, je crois qu'on est encore dans l'enfance de l'ère numérique et que c'est le moment pour les personnes en situation de handicap de prendre leur place. C'est-à-dire qu'il faut le faire maintenant parce que plus les choses vont se développer, moins il va y avoir d'habitude et d'espace. Donc si on veut que les développeurs, les concepteurs, les organismes, les entreprises qui construisent des outils, qui ont des sites Internet, pensent en termes d'accessibilité universelle, il faut le faire maintenant. Il faut s'exprimer maintenant et le demander maintenant pour qu'on s'y habitue et que ça ne soit plus un fardeau, une contrainte, une entrave au développement de projet. Ce soit juste un paramètre de tout projet. Que ça devienne, oui, parce qu'en fait, quand j'ai travaillé sur beaucoup de projets de développement numérique, quand on développe des sites, par exemple, ou des applications pour qu'elles soient accessibles, on améliore aussi l'expérience utilisateur de tous les autres types d'utilisateurs. Parce que c'est plus simple, parce que finalement, on fait beaucoup plus attention à la façon dont on présente et on communique l'information que quand on fait simplement une page qu'on programme. Donc l'accessibilité, c'est bon pour tous. C'est bon pour tous. Et c'est la même chose dans des lieux physiques. Des lieux physiques qui sont plus accessibles sont bons aussi pour les familles avec des jeunes enfants en poussette, sont bons pour les personnes âgées qui ont des marchettes ou tout autre type d'aide au déplacement. Donc ça va de soi que mais c'est curieux parce qu'il faut encore développer ce réflexe-là. Donc je reviens là-dessus, il faut l'investir. En ce qui concerne les données ouvertes, oui, je suis aussi très, très active du côté des données ouvertes, l'ouverture des données. En quoi ça consiste peut-être pour les gens données qui ouvertes, sont pas des en fait, il s'agit, et ce ne sont pas nécessairement que des données publiques. Ça peut être une entreprise qui va ouvrir une partie de ses données parce qu'elle considère que ça peut être intéressant. Par exemple, une entreprise qui a beaucoup d'informations, si je prends un sujet, qui a beaucoup d'informations concernant, pour une raison ou une autre, qui a recueilli des données sur l'usage de ses voitures. Je suis un locataire de voitures, puis je me dis, tiens, je vais partager cette information-là, je vais partager des informations qui ne sont pas nécessairement très sensibles, c'est-à-dire qui ne me nuiront pas côté marketing, puis je vais l'offrir. Pourquoi? Il y a des développeurs qui vont peut-être trouver des idées, des façons d'exploiter cette information-là, puis ça va, de toute façon, ça va être intéressant parce que ça va me revenir, je vais en profiter également de cette application-là, mes informations vont circuler. C'est ça le but de la façon. L'objectif d'ouvrir les données, c'est ça. Du côté des gouvernements, qu'ils soient municipaux, provinciaux, fédéraux, ou fédéral, il n'y en a rien qu'un. L'intérêt, oui, c'est ça. Mais l'intérêt, c'est que de toute façon, les données autres que celles qui concernent, qui sont plutôt relatives à la vie privée, donc celles-là, c'est sûr, on ne va pas les ouvrir, mais toute information qui est recueillie par un organisme public devrait être publique. Parce qu'il n'y a rien de grave, il n'y a rien à cacher, on ne causera pas de tort à des individus en ouvrant l'information. Donc toute information est bonne
à diffuser. Mais quand on parle d'ouvrir des données, en fait, on ouvre des tableurs, on ouvre des bases de données. Ce n'est pas nécessairement de l'information qui est intelligible pour tout le monde. C'est pas toujours, et ce n'est pas nécessairement exploitable et ça ne fait pas toujours de sens non plus. Donc, c'est bien de dire on va ouvrir les données, mais encore faut-il pouvoir savoir quel genre d'information, à quoi ça sert et comment on va s'en servir. Par exemple, du côté, pour les personnes en situation de handicap, on retrouve évidemment beaucoup de demandes qui sont faites aux villes, aux municipalités, au gouvernement, pour avoir de l'information concernant les lieux, l'accessibilité des lieux, les accidents qui arrivent à certains endroits, qu'on puisse s'informer de la difficulté des trajets, par exemple, pour se déplacer. C'est des informations, évidemment, qu'on devrait effectivement avoir parce que c'est ça, c'est utile, ça facilite la vie. Et quand ça facilite la vie en société, c'est bon pour plein de choses, même le commerce. Donc, plus les gens peuvent se déplacer et accéder à votre commerce, par exemple, mieux c'est pour un commerçant. Mais donc, ces données-là, ils ne sont pas toujours intelligibles par elles-mêmes. C'est ça. Puis, vous donniez cet exemple-là des informations sur l'accessibilité des lieux qui sont très intéressantes pour les personnes en situation de handicap. Mais moi, je pense aussi même au budget de la ville qui est disponible d'une certaine manière en ce moment. Et donc, il y a des gens qui interviennent pour qu'on ait accès à ces données-là, pas juste brutes, mais utilisables. De façon utilisable. Quand on dit utilisable, par exemple, les procès-verbaux du comité exécutif sont disponibles en format PDF. C'est non utilisable. Et même pas pour les personnes en situation de handicap ou en déficience visuelle. Oui, mais même pour moi. C'est-à-dire, si moi je veux développer une application, d'ailleurs, et je le fais, je fais partie d'un groupe qui tentons de développer une application pour traiter les informations qu'on trouve dans les procès-verbaux. C'est un travail manuel considérable. C'est énorme en consommation de temps, alors qu'on pourrait si facilement développer une application si on avait les données en format numérique utilisable, donc en forme de tableur, par exemple. Le gouvernement du Royaume-Uni a donc, au sein du gouvernement, un ministre du numérique qui a donc appuyé une loi qui rend obligatoire de divulguer toute information du gouvernement sous forme lisible par les machine readable, c'est-à-dire pas de PDF, du HTML, ça va être lisible par toutes sortes d'aides à la lecture, mais aussi c'est utilisable immédiatement par des applications. Et c'est donc facile à ce moment-là de développer une application pour croiser des données, faire de la recherche assez facilement, donner du sens à cette information-là à partir d'un paquet de données disparates. Donc déjà, quand on dit ouvrir les données, il ne suffit pas de dire voilà, j'ai mis une base de données. Il faut que le format soit utilisable. Et il faut aussi, généralement, il fait plus de sens d'ouvrir un ensemble de données, plusieurs types de données, et pas juste, parce que souvent on ne peut pas faire grand-chose. Bon, c'est intéressant de dire voici la liste des arbres plantés à Montréal, mais encore faut-il que je puisse croiser ça avec d'autres types d'informations pour savoir, par exemple, combien de ces arbres-là sont fauchés par soit des chauffeurs ou des petites chenillettes qui déneigent l'hiver, par exemple, avoir une idée un peu de la transformation du paysage. Ça, c'est un exemple. Il y a un autre point intéressant qui touche, et puis ça c'est vraiment c'est une piste de discussion de Catherine et qui est vraiment selon moi très importante. Il ne suffit pas non plus d'ouvrir des données pour les personnes en situation de handicap, des données qui concernent les lieux ou l'accessibilité aux lieux, mais des données qui concernent ces personnes-là exactement aussi. Parce que moins on en a, moins on peut développer des choses, des programmes, des objets, des services pour ces personnes-là, parce qu'on n'a pas d'idée de leur existence ou de leurs usages particuliers ou de leurs besoins dans un contexte donné. Des données sur les personnes? C'est-à-dire de savoir combien dans mon quartier, combien de citoyens en situation de handicap ou avec des besoins particuliers, parce que bon, pour moi, ce qu'on peut considérer comme non handicapé peut être quand même quelqu'un qui dit écoute, moi j'ai une invalidité peut-être long terme, mais qui n'est pas invalidité permanente, mais j'ai besoin de béquilles ou de chaises roulantes pour me déplacer. Donc souvent, ces personnes-là ne sont pas calculées ou comptées comme des personnes handicapées. En fait, je peux vous dire que souvent, les données qu'on a par arrondissement, par exemple, on ne parle même pas par quartier ou par code postal, sont des approximations. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais il y a une question de recherche aussi, en fait, une question de confidentialité aussi là-dedans, parce que souvent, dans les recensements, il y a pas assez recensement croisé avec les résultats des élections, par exemple,
on pourrait arriver assez rapidement à identifier des personnes, puis à cause de l'éthique de recherche, c'est risqué. Mais bon, ceci dit, on jase, là. C'est ça qui ça peut être un moyen pour améliorer les services de proximité. Mais il ne suffit pas nécessairement de les rendre disponibles à tous, mais au moins de savoir qu'elles sont là, puis qu'il n'y a pas. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'une organisation, que ce soit une université, que ce soit une municipalité, c'est une machine à produire d'informations et des données. Malheureusement, parce qu'à l'intérieur même de cette organisation-là, une très grande diversité de formats, même les technologies qui ne communiquent pas ensemble, il est souvent même difficile pour même un fonctionnaire aguerri d'avoir un rapport complet, détaillé, qui proviennent de plusieurs sources d'informations. C'est très compliqué à produire parce que les machines ne se parlent même pas entre elles. Et souvent, on n'en connaît même pas l'existence de certaines bases de données. Donc, quand on veut vraiment, si on voulait vraiment s'asseoir puis faire peut-être une consultation avec les personnes qui veulent soit avoir des services ou qui veulent développer des outils à partir des données ouvertes, il faudrait vraiment le faire et à ce moment-là dire aux gens de quoi avez-vous besoin? On va chercher, parce que mais même cette question-là, souvent, elle est un peu ambiguë parce qu'en fait, souvent, on aurait besoin d'informations, mais on ne sait pas exactement de quoi c'est constitué. Vous me suivez, là? Ouais, Quel genre de base de données voulez-vous? Je ne sais pas, mais j'aimerais pouvoir résoudre ce problème-là. Mais ce que ça soulève par ailleurs, c'est les autres aspects de l'accès à l'information, c'est la confidentialité. Ouais. Et même, c'est démontré que même les bases fermées actuellement, qui sont supposées être étanches, permettent de faire des croisements pour identifier des informations confidentielles. C'est vrai pour la recherche, mais c'est vrai pour les services de santé, pour un ensemble de données confidentielles. Donc, la sensibilité des données confidentielles et personnelles. Et l'autre, l'histoire du format PDF en général, c'est pour des questions de droit d'auteur. Oui, donc, mais... on peut effectivement fermer les données parce que les droits d'auteur sur les données, que ce soit que l'on chercheur copie l'information ou que ce soit un logiciel qui font du plagiat. Actuellement, on n'est même plus capable de contrôler ça. On a fait via le web, l'information arrive de tellement. Mais pour des données publiques, les données démocratiques, il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus. Il ne devrait pas et elle devrait être gratuite. Parce qu'on ne devrait pas avoir à payer pour des données qui sont traitées, produites, générées à partir d'une organisation qui va être à partir d'un service public. Parce qu'en fait, qui paie le service, c'est nous déjà. Ça dépend si c'est des données de la santé et services sociaux. Ah, c'est pas la même chose. C'est ça. Mais ce ne sont pas nécessairement des données privées, ce sont des données administratives. C'est pas une entreprise, donc c'est des données pour lesquelles, s'il y a vraiment une raison pour verrouiller l'accès, parce que des données, par exemple un dossier médical, c'est évident que... Par contre, les données, ce qu'on appelle concaténées, cumulatives du génome ou quoi que ce soit, bon, mais ça c'est ouvert. On ne veut juste pas avoir la donnée de la personne, mais un ensemble. Mais je reviens encore au fait qu'il n'y a pas de raison de faire des documents en PDF, parce que si c'est pour protéger les droits d'auteur, je peux vous dire que moi, je peux copier un PDF tout de suite, là, ça prend 2 secondes, mais c'est pas... la complication pour exploiter des données, c'est que copier un texte, ça va, mais essayer de copier des données organisées, par exemple, d'un état financier avec des colonnes, des chiffres, c'est un enfer. C'est un enfer. Donc, surtout si on va chercher des chiffriers qui ont 20 000 lignes, 40 000 lignes, on n'en finit plus. Mais je reviens là-dessus, il n'y a rien qui justifie le fait de passer des données, de passer de l'information dans un format PDF. On peut le faire en option si quelqu'un veut l'avoir, parce que mais avant tout, un site internet, déjà des pages, ça doit être HTML. D'abord, c'est standard, c'est simple, ça se lit par à peu près toute machine, toute application. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vraiment, c'est ce que j'appelle l'accueil. C'est une forme d'accueil, ça, c'est dire voici, nous sommes là. Venez chercher l'information. Pour moi, c'est la meilleure forme d'ouverture qu'on puisse avoir. José, j'ajouterais même, les formats PDF ne sont pas des formats réputés accessibles. Non, nécessaire. Donc, en fait, le PDF n'est pas reconnaissable par un système de synthèse vocale. Une page comme en flash, une page en flash. Une page en flash n'est pas accessible non plus. Donc, en fait, il pourrait même avoir d'autres considérations pour ce type de document-là. Je ferme le crochet, continue, désolé. Ça va. Il y a évidemment, qu'on parlait des lieux
de citoyenneté, et ça, c'est sûr que le numérique, le développement du numérique a donné aux personnes en situation de handicap à multiplier la possibilité d'avoir des lieux, d'exercer sa parole, d'être consulté, de s'exprimer, de se rassembler, d'avoir des initiatives. Ces lieux-là sont multiples, ils ne sont pas juste des formulaires ou des sites Internet. Ce sont également les fameux réseaux sociaux. Il y a je parle d'applications aussi, par exemple, il y a Nord ouvert, Montréal ouvert, Québec ouvert, Capitale ouvert, donc ça commence, puis il y en a un peu partout aussi dans les régions, de ces regroupements qui sont soit des regroupements citoyens, soit des partenariats citoyens administration publique, où on commence à discuter non seulement d'ouvrir des données, mais de projets, comment on discute, et c'est un processus qui est parallèle à un processus de consultation qui est plus réglementé, c'est-à-dire où vraiment on va suivre à la ligne, voici comment ça doit se dérouler. Il y a un processus qui est parallèle et qui tient plus de la conversation. C'est sûr que ça ne donne pas plus de poids de converser, puis ça ne va pas plus vite, mais ça permet un accès, parce que quand je parle d'accessibilité, souvent, ce n'est pas que la difficulté de lire ou de déchiffrer, de comprendre, d'avoir accès au message, mais c'est aussi la difficulté d'engager une conversation. C'est difficile pour beaucoup de gens de se conformer à un processus parce que ça demande une démarche intellectuelle quand même assez complexe. Ça peut être même épuisant pour beaucoup de gens parce que là, bon, où est-ce que j'en suis? J'ai fait une demande là, il faut que j'aille là, c'est quoi l'étape 2, l'étape 3? Donc, on n'arrive pas. Et en même temps, culturellement, c'est pratiquement contradictoire avec l'évolution des cultures et des pratiques, parce que là, avec les gens qui sont nés à l'ère numérique, donc ce qu'on appelle les natifs du numérique, ce sont des générations, eux, qui ont tout de suite. L'information, elle est là, elle est sur tous les écrans, je suis branchée, j'ai l'information où je veux, quand je veux, je regarde ce que je veux, je commande ce que je veux, j'envoie l'information que je veux, et qui sont extrêmement réticentes à rentrer dans un processus où ça prend du temps, il y a ceci, il y a cela, il faut lever la main avant de parler, alors que là, je parle quand je veux, par-dessus l'autre, même des fois en l'écoutant pas, mais quand même, je m'exprime dans l'immédiat. Donc, tout ça, ça pose des questions parce qu'on se dit, on n'élimine pas un processus à un autre. Il y a plein de choses qui je pense, qui vont évoluer en parallèle. C'est de voir comment on peut canaliser, parce que quand il y a une énergie, quand il y a des gens qui s'expriment, je trouve que c'est bon. On se met tellement du taux de participation. Là, si on peut avoir quelque chose qui monte et qui donne, si on peut avoir un moyen qui donne envie à tous les citoyens de s'exprimer de la façon dont ils le souhaitent, tant mieux. Et si on peut aussi, à ce moment-là, rétablir ce qu'on appelle le lien de confiance, parce que le lien de confiance, c'est pas juste des commissions Charbonneau, qui font que les gens disent que ça ne sert à rien de s'en mêler, parce que de toute façon, tout est décidé d'avance derrière des portes closes. Mais le lien de confiance, c'est aussi, je sais que je vais être écouté, je sais que je vais avoir une réponse, je sais qu'on va me répondre à l'autre bout, que ce ne sera pas un message enregistré ou un message tout fait, où je sais qu'on va accorder de l'attention à ce que je fais. C'est déjà, on avance, je trouve, il y a toute cette démarche-là à mettre en place et qui permet justement, pour moi, en tout cas, à des personnes en situation de handicap, j'ai envie de dire à tous, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a déjà le grand âge qui n'est pas évident. Quand on est très âgé, là, même une tablette, c'est quand même difficile, on n'a pas tous la motricité très fine. Alors je me demande si les tablettes existent toujours, quand j'aurai 30 ans ou plus, est-ce que je vais être capable de m'en servir? Peut-être que ça va être très compliqué. Le téléphone va être encore plus petit, ça va être un peu un enfer. Mais tous ces lieux qui doivent être accessibles, qui sont comment on leur puis ça revient toujours à comment on s'assure qu'ils soient vraiment accessibles. Ça revient toujours à faire entendre, porter toujours en avant la nécessité de rendre la technologie accessible. Elle est là, elle est capable de le faire. C'est pas un problème, la technologie, mais de faire en sorte que les gens qui conçoivent ces services-là, ces applications, ces outils, soient toujours conscients du fait que plus tu vas le penser ou le concevoir de façon à ce qu'il puisse vraiment servir à tous,
de toutes les façons possibles, mieux ce sera. Puis c'est pas, évidemment, il y a toujours, on peut pas tout faire. J'ai travaillé sur un projet de visualisation de données. C'est pas facile. On peut pas, une belle infographie qui bouge, c'est sûr que je pourrais pas la faire voir à tout le monde. Mais je peux avoir un petit texte à côté qui en tire un peu, qui en fait un résumé, qui dit voici les principales constatations qu'on a sur l'outil. Il y a au moins un minimum à faire, un minimum d'effort là-dessus. Mais en fait, même ça peut penser, vous pouvez rappeler plutôt que vous avez un passé bibliothécaire. Et vous parlez de ces lieux qui sont aussi des lieux où on peut avoir accès aux technologies. Que sont les bibliothèques? Ah, c'est pas un passé, je suis toujours bibliothécaire. Ben, en fait, je suis bibliothécaire spécialisée en base de données, ce qui fait que pourquoi je m'intéresse justement autant au développement d'applications et de sites. Un des lieux de démocratie, un des lieux d'action citoyenne qui se retrouve partout, qui est financé par l'argent public, qui est équipé en personnel hyper compétent, qui a une logistique à toute épreuve, qui est toujours, ou la plupart du temps, dans des lieux faciles d'accès par transport en commun, et il y en a un dans chaque quartier, il y en a dans chaque municipalité, puis j'espère qu'il y en a dans la plupart des régions. Vous ne pouvez pas dire qu'ils sont pas tout accessibles par ailleurs. Non, mais il faut qu'ils soient tous accessibles. Ils ne sont pas encore. C'est ça, mais qui devraient, parce que c'est un lieu public, ce sont les bibliothèques publiques. Le réseau des bibliothèques publiques est, selon moi, un espace qui est appelé à être modifié, à évoluer beaucoup, parce qu'il y a d'abord les passeurs de l'information. On a des spécialistes en information qui sont à l'intérieur, qui sont en mesure de refermer un peu cette fracture numérique, c'est-à-dire de rendre accessibles les outils de recherche Internet. D'ailleurs, c'est même souvent, ce sont aussi des gens qui sont les portes d'accès vers les services municipaux. Donc, des gens qui n'ont pas accès à Internet, mais qui voudraient aller sur un site de la Ville de Montréal, vont dans leur bibliothèque, vont recevoir l'aide, l'assistance du bibliothécaire ou d'une technicienne en documentation. Les gens qui ne savent plus, qui ont l'accès mais qui ne sont pas capables de comprendre comment ça fonctionne sur le site ou qui sont perdus, qui disent j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, vont également à la bibliothèque. Donc la bibliothèque, ce n'est pas juste des livres, c'est un endroit avec des spécialistes, c'est des médiateurs en information qui sont capables de vous la trouver, l'information, et qui connaissent, parce qu'ils sont implantés très localement, ils la connaissent, leur clientèle, et ils peuvent aller agrandir leur clientèle aussi, parce qu'ils peuvent aller chercher, ils peuvent trouver un moyen d'aller rejoindre des personnes en situation de handicap, des personnes âgées qui sont seules chez elles, les enfants, on voit même qu'il y a des bibliothèques qui ont ouvert maintenant des espaces pour les ados, où les ados peuvent jouer, il y a du bruit, il y a aussi des joujoutèques dans cette... Donc la bibliothèque n'est plus un endroit où on ne doit pas parler, on ne doit pas faire de bruit, on est tranquille. Oui, il peut y avoir des espaces fermés pour travailler maintenant, puis oui, il peut y avoir des espaces où on peut se rencontrer, justement, pour avoir un lieu pour des consultations. Ça se fait en Europe, ça se fait aux États-Unis, où traditionnellement, la Municipal Library, la petite bibliothèque, est le lieu de rencontre pour toutes sortes d'activités. Ça va même dans des ateliers, comment réparer vous-même votre grille-pain, par exemple, parce qu'il y a quelqu'un bénévole qui donne des cours et les gens s'y retrouvent. Soit de cette façon, on va le voir bientôt conclure. Oui. Là, peut-être que vous avez des choses à dire avant qu'on se quitte. C'est important de connaître dans ce vaste monde, de la bibliothèque jusqu'aux données ouvertes. En fait, c'est plus générique que ça. On vit une situation de changement. En fait, le changement, il n'y a rien qui est permanent. Hein? C'est un oxymore, mais le changement, c'est permanent. Ça continue. Mais on est dans l'enfance. C'est qui la révolution permanente? Oui, c'est ça. On vit ce changement-là, puis c'est là qu'il faut embarquer dans le changement. C'est vrai que c'est pas tout le monde, il ne faut pas rêver, là, on n'aura pas des taux de participation dans tous les projets à 100%. Je pense que si on arrive à même ne serait-ce que 10% de gens qui s'activent, mais qui vont rejoindre les autres et qui informent les autres et qui font qu'on peut à ce moment-là, oui, on peut contribuer facilement, on peut être consulté. Et là, quand je parle de consultation, c'est que plus on va arriver à impliquer les citoyens en amont du projet, parce que bien souvent, les consultations publiques, le projet est déjà là, le promoteur a déjà fait son projet. Mais si on était davantage consulté, même avant qu'un promoteur soit choisi, où on a un emplacement, puis on se dit, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça?
Bien, ça serait déjà, selon moi, déjà un grand pas. Parce qu'à ce moment-là, d'abord, on renforce le lien de confiance, on a un dialogue et on a beaucoup plus de chances d'avoir une acceptation de projet. Parce que c'est évident que plus ça va aller avec les générations qui sont derrière, qui arrivent, là, qui prennent la parole, à la minute. Plus elles vont être réactives et là, si on veut vraiment une collaboration, ben, il faut les impliquer, puis il faut commencer par nous. Pratiquons-nous entre nous là, à s'impliquer en avant, puis allons-y. Mais toujours en collaboration et pas en conflit, pas en controverse, pas en récrimination, en attitude vraiment de dire voilà, on veut faire quelque chose. On est tous une partie d'un problème quelque part. Là. Si je prends juste l'exemple municipal, on fait également partie de la solution. Voilà. Très belle conclusion. Donc, j'ajouterais non seulement il y a une plus grande valeur démocratique au projet quand les citoyens en prennent part réellement, mais bien sûr, on pense aux besoins des citoyens plus tôt dans les projets. Et ça peut se traduire, pour les questions d'accessibilité, comme une meilleure accessibilité, voire une accessibilité universelle d'un édifice ou d'un aménagement ou d'un projet. Ce n'est pas seulement le physique qui doit être accessible, comme on le disait. Les PDF, c'est à proscrire, s'assurer que tout le monde en profite, par exemple. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir présenté aux gens en situation de handicap ou même n'importe quel citoyen, citoyenne qui veut faire entendre sa voix, qui veut contribuer activement à la démocratie et aux décisions publiques. Alors, vous savez, il y a bien eu lieu. Il s'agit maintenant de les investir. Et je vous rappelle aussi que ce soir, il y a une autre présentation. En fait, je n'ai pas le local devant moi, Mireille, il faut que tu m'aides. C'est une conférence des barrières tombes qui est proposée, qui est ici, DR200. Qui est proposée et qui est au-delà de ces approches collaboratives, peut-être une approche un peu plus activiste. Là. Donc, faites vos choix, rien ne va plus. Ah, on l'a ici! Oui! Donc, c'est présenté par Fulbright et Karl Barber. Et donc, on pensera ici à la promotion, la recherche et le développement pour les droits universels. Ça sera le contenu. Je vous rappelle aussi que cette activité était proposée par Execo, qui est un organisme de défense de droit. Alors, aussi chez Execo, on essaie le plus possible de vous identifier ou vous parler de ces lieux-là où vous pouvez prendre la parole. Et maintenant, dans les canaux habituels de la semaine, on trouvera aussi tous les moyens de le faire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Continuez à venir à la semaine. C'était quoi votre promotion sur Twitter, c'est ça? Fin du jour 2 de la semaine citoyenneté et handicap à l'UQAM sur 99media.org. À demain tout le monde. Prends 3 photos, on sort 10 minutes. Alors que vous sachiez que le camarade